Ma famille a organisé une fête de fiançailles luxueuse pour mon frère, et tout le monde s'est ligué pour m'humilier. Maman a dit que seuls les enfants qui en valaient la peine méritaient d'y assister. Papa a ri, affirmant que je gâcherais les photos. Mon frère s'est réjoui de ne pas avoir à porter cette honte, et même ma grand-mère a décrété que certains d'entre nous ne méritaient pas de s'asseoir à table. Mais lorsque la salle de réception a téléphoné pour exiger le paiement impayé, tous se sont précipités vers moi en suppliant, et ce fut alors à mon tour de sourire en les voyant ramper. Je m'appelle Théodore. J'ai 28 ans et j'ai parfois l'impression que ma famille a passé sa vie entière à s'acharner à me faire passer pour celui qui ne cadrait pas. Si vous avez déjà été l'enfant décevant, vous savez exactement de quoi je parle. Cette étiquette invisible qui vous suit à chaque réunion de famille, à chaque dîner de Noël et à chaque appel téléphonique. Enfant, mon frère Julien était la fierté de tous. Baccalauréat avec mention très bien, capitaine de l'équipe de football, des médailles, des trophées, une vitrine complète pour se vanter. Moi, en revanche, j'étais le silencieux qui préférait dessiner des voitures dans les marges des cahiers ou passer des heures dans le garage à construire de petites inventions. Il n'y a jamais eu de « regarde comme notre fils est incroyable ». Seulement une tentative de ma part de ne pas déranger. En grandissant, cette différence ne se dissimulait même plus. Pour mes anniversaires, je recevais des vœux polis, tandis que l'arrivée de Julien illuminait la pièce comme s'il était un sapin de Noël. Je pouvais en plaisanter dans la vingtaine, mais au fond, cela laissait des cicatrices. C'est pourquoi j'ai gardé mes distances. J'ai emménagé dans mon propre appartement à Paris. J'ai trouvé un travail décent en informatique et j'ai réduit les contacts au minimum. Non pas parce que je les détestais, mais parce que j'étais fatigué de sentir que je devais justifier ma place à table. Le mois dernier, j'ai reçu un message dans le groupe familial sur WhatsApp. Grande nouvelle, a écrit ma mère. Julien s'était fiancé. Une pluie de félicitations, même de la part de parents que je n'avais pas vus depuis des années. J'ai envoyé un félicitations rapide et j'en suis resté là. Je pensais que c'était suffisant jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, j'apprenne par Facebook, et non par eux, qu'une fête de fiançailles était organisée dans un élégant domaine aux alentours de Paris. J'ai vu l'invitation sur le compte de ma tante, avec tous mes cousins commentant déjà leur tenue. J'ai appelé ma mère en essayant de paraître désinvolte. Salut, maman. J'ai vu qu'on va tous à la fête. Tu veux que j'apporte quelque chose? Il y eut un silence gêné. Puis, d'une voix douce, comme pour m'annoncer une mauvaise nouvelle sans trop me blesser, elle a dit, « Oh, Théodore, mon chéri, cette fête est réservée aux enfants qui nous rendent fiers. » Je suis resté de glace. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu mon père rire en arrière-plan. De toute façon, tu gâcherais les photos, comme si c'était une blague. Je suis resté muet, le téléphone à la main et les oreilles brûlantes. J'ai à peine réussi à répondre. Je comprends. Le pire, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Le lendemain, Julien m'a envoyé un message. Enfin, une fête sans la honte. Sans vouloir t'offenser. J'ai lu ces mots. Je suis resté immobile une minute et j'ai éteint mon téléphone. Je pensais qu'il ne pouvait pas m'enfoncer davantage, jusqu'à ce que ma grand-mère appelle, la seule que je pensais pouvoir être de mon côté. Son ton presque joyeux m'a frappé plus fort que tout le reste. Tu sais, Théodore? Il y a des gens qui ne méritent tout simplement pas une place à table. Cette phrase m'a transpercé. J'ai raccroché sans rien dire et je suis resté en silence, ressentant un mélange de rage, de honte et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas définir. J'avais toujours encaissé ces choses, mais cette fois, c'était différent. Quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas fait de scène ni envoyé de messages furieux. Je me suis contenté de regarder de l'extérieur comment ils se vantaient de leur grande fête. Des photos de la décoration, du traiteur, des costumes sur mesure, tout présenté comme l'événement de l'année, jusqu'au jour où j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité l'a emporté. « Êtes-vous monsieur Delacroix » a demandé une voix polie. « Je vous appelle de la part du domaine de la Feuille Verte pour la fête de fiançailles. Nous avons essayé de joindre vos parents, mais l'échéance de la compte est dépassée et le compte est toujours en attente. Pourriez-vous les prévenir ?» Je suis resté silencieux un moment, surpris. J'ai senti un calme étrange m'envahir. J'ai répondu, bien sûr, je leur ferai savoir. Et j'ai raccroché en souriant pour la première fois depuis des semaines. Je ne l'ai pas raconté tout de suite.
J'ai préféré le garder pour moi, savourer l'ironie. Il m'avait fait comprendre qu'il ne voulait pas de moi, et pourtant, le premier problème sérieux m'arrivait à moi. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être une erreur administrative, qu'ils avaient déjà payé et que tout était un malentendu. Mais 2 jours plus tard, la gérante du domaine m'a rappelé, cette fois avec plus d'insistance. Excusez-moi, Théodore, mais nous devons régler le solde. L'événement a lieu dans 2 semaines et si nous ne recevons pas le paiement, nous devrons libérer la date. Je pouvais presque imaginer la fiancée de Julien créant des tableaux sur Pinterest avec la fête de ses rêves, ma mère se vantant du domaine sur les réseaux sociaux et mon père répétant son discours, tout cela ne tenant qu'à un fil. Et pour une fois, je n'étais pas l'exclu. J'ai décidé de me taire encore un peu. Cela peut paraître mesquin, mais après des années à être mis à l'écart des dîners de famille, à voir mes réussites traitées comme des notes de bas de page tandis que celles de mon frère étaient célébrées, j'ai senti que le destin me donnait enfin une carte à jouer. Le dimanche suivant, il y avait un dîner de famille. J'ai hésité à y aller, mais je voulais voir jusqu'où ils iraient avant de mentionner le problème du domaine. Je suis arrivé à l'heure. À peine avais-je franchi la porte que j'ai remarqué que la conversation s'était interrompue un instant, surpris de me voir. Ma mère a forcé un sourire. « Oh, Théodore, tu es venu. » J'ai répondu par un simple oui en accrochant ma veste. La soirée s'est déroulée comme d'habitude. Mon père se vantant des succès professionnels de Julien, ma mère attentive à la fiancée et à son air radieux, ma grand-mère demandant des nouvelles de Bastien, ce cousin qui n'appelle personne depuis 6 mois. J'étais presque invisible, jusqu'à ce que le sujet de la fête soit inévitablement abordé. « Presque tout est prêt », disait ma mère avec enthousiasme. Le fleuriste a confirmé, le DJ est réservé, ça va être parfait. Et alors, en toute sérénité, tandis que je me servais un peu de purée, j'ai lâché, sauf que le domaine n'a toujours pas reçu le virement. Toute la table est restée silencieuse. Julien a brusquement levé les yeux et m'a regardé en fronçant les sourcils. « De quoi tu parles ?» a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules en essayant de garder une expression neutre. Ils m'ont appelé la semaine dernière. Ils ont dit que le paiement n'était pas fait. Le visage de ma mère s'est immédiatement empourpré. Ils t'ont appelé toi? Et pourquoi t'appelleraient-ils toi? J'ai légèrement incliné la tête. Je suppose qu'ils m'avaient comme contact d'urgence ou quelque chose comme ça. Ils ont mentionné que s'ils ne reçoivent pas l'argent bientôt, ils devront annuler. Julien s'est crispé, agacé. C'est absurde. J'ai donné la compte à papa il y a des semaines. Papa a fait un geste de la main comme pour minimiser l'importance. C'est déjà réglé. Ne t'inquiète pas. Mais j'ai aperçu une lueur de malaise sur son visage avant qu'il ne se réfugie dans son verre de vin. Je n'ai rien dit de plus. Pas encore. Le dîner a suivi son cours, bien que la tension fût palpable dans l'air. Maman parlait moins. Julien vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes et papa s'est levé 2 ou 3 fois pour prendre des appels rapides. Je me suis contenté de manger, de sourire poliment et de les laisser se débattre seuls dans leur propre malaise. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des fissures. Julien ne publiait presque plus rien sur la fête sur les réseaux sociaux. Un soir, maman m'a appelé, chose rare de sa part, soi-disant pour savoir comment j'allais. Au milieu de la conversation, elle a tenté de glisser une question pour savoir si le domaine m'avait rappelé. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Je ne sais pas. Je reçois tellement d'appels automatisés que je n'y prête même plus attention. Le week-end, le désespoir devenait évident. Le domaine m'a contacté une 3e fois, cette fois en suppliant pour une réponse. Nous ne voulons pas annuler, monsieur Delacroix, mais nous avons besoin du paiement lundi au plus tard. Je pouvais sentir la tension s'accumuler comme un orage sur le point d'éclater. Je voulais voir jusqu'où ils iraient avant d'admettre la vérité. Et le lundi matin, le message est arrivé. Théodore, peux-tu passer ce soir? Nous devons parler. Sans artifice, sans détour, juste un texte froid et sec. Quand je suis arrivé, l'atmosphère dans la maison était dense, presque lourde. Maman faisait les 100 pas dans la cuisine. Papa était assis devant une pile de factures et Julien était adossé au comptoir, sa fiancée mal à l'aise à ses côtés. Nous avons un petit problème avec le lieu, a commencé maman en se tordant les mains. Rien de grave, juste une question de délai pour le paiement, est intervenu Julien en fronçant les sourcils. Mais il menace d'annuler.
Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte. Quelle situation compliquée. Maman a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais s'est retenue. Papa s'est éclairci la gorge. Nous voulions savoir si tu pourrais nous aider, juste pour le moment. Nous te rembourserions, bien sûr. Je suis resté silencieux, laissant la demande flotter dans l'air. Le pouvoir dans la pièce avait changé et pour la première fois, ce n'était pas moi qui regardais de l'extérieur. C'était eux qui attendaient ma réaction. Je n'ai pas répondu tout de suite. Finalement, j'ai demandé. Vous aider. Comment? Maman a joint les mains comme en supplication. Un prêt à court terme. Le domaine veut le paiement complet maintenant, qui s'élève à 10 000 €, et la prime de ton père a pris du retard, ai-je répété froidement en regardant papa. Il a évité mon regard. Nous te rembourserions avant le mariage, s'est empressé d'ajouter maman. Je me suis approché de la table et me suis assis en face de papa, observant la montagne de papier. Ça fait beaucoup de paperasse pour quelqu'un qui prétend avoir ses finances sous contrôle. Cela l'a fait se raidir. Fais attention à ton ton, a-t-il répondu d'une voix tranchante. Ce même ton cassant que j'avais entendu pendant mon adolescence, celui qui signifiait que mon opinion ne comptait pas. Julien a croisé les bras. Si tu peux aider, aide. Pourquoi faut-il que tu ramènes toujours tout à toi? Cette accusation m'a frappé. J'ai ri une fois, sans humour. À moi? Comme lorsque vous avez organisé la fête en vous assurant que je ne vienne pas? N'exagère pas, a-t-il répliqué avec agacement. Ce n'était pas si grave. Pas si grave? On m'a dit que je gâcherais les photos. Tu m'as écrit enfin une fête sans la honte habituelle et point. Julien n'a même pas scié. C'était une blague. Non, ça ne l'était pas. Ça ne l'a jamais été, ai-je répondu sèchement. Maman a posé une main sur mon bras pour tenter de m'apaiser. Théodore, ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment. Je l'ai interrompu en me levant si vite que la chaise a grincé contre le sol. On m'a dit que je n'étais pas digne de m'asseoir à votre table. Et maintenant, vous voulez que je finance cette même table. Le silence est devenu si intense qu'on pouvait entendre l'horloge de la salle à manger marquer les secondes. La fiancée de Julien aurait voulu disparaître. Papa serrait la mâchoire. Assieds-toi, a-t-il ordonné. Je ne crois pas. Je préfère rester debout, ai-je répondu calmement. Personne n'a bougé. Finalement, Julien a soufflé avec dédain. Laisse tomber. On n'a pas besoin de ton argent. On va s'en sortir. Mais son regard le trahissait. Il était inquiet. Il savait qu'il n'avait pas de quoi couvrir les frais. J'ai pris ma veste du dossier de la chaise. Bonne chance avec ça, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. Théodore, s'il te plaît, ne fais pas ça. C'est le grand moment de ton frère, a supplié maman d'une voix entrecoupée. Je me suis retourné juste assez pour la regarder dans les yeux. Exactement. Son moment. Vous vous êtes assuré que ce ne serait jamais le mien. Et je suis sorti. Je n'ai ni claqué la porte ni haussé le ton. J'ai simplement marché dans la nuit fraîche, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Je rentrais chez moi l'esprit en plein désarroi. Une partie de moi était furieuse. Comment pouvaient-ils me demander de l'argent après tout ce qu'ils avaient dit? Mais une autre partie se sentait étrangement soulagée. Pendant des années, j'avais espéré qu'un jour ils me verraient, qu'ils me respecteraient et me traiteraient comme quelqu'un d'important. Cette nuit-là a définitivement enterré cette illusion et, bien que cela fasse mal, cela m'a aussi apporté de la clarté. Les jours suivants furent d'une froideur absolue. Ni appel, ni message. Le groupe familial était silencieux, à l'exception de ma tante qui envoyait des mèmes avec le compte à rebours avant le grand jour. Je continuais ma routine, je travaillais, je sortais prendre un verre avec un ami. Je faisais semblant que ce drame ne me pesait pas comme une horloge sur le point d'exploser dans ma tête. Le samedi, à 2 jours de l'échéance du domaine, j'étais au supermarché quand mon téléphone a sonné. C'était un message de Julien et le simple fait de voir son nom m'a noué l'estomac. Bravo, maman pleure à cause de toi. J'espère que tu es content. Si cette fête est annulée, ce sera de ta faute. Je suis resté immobile dans le rayon des céréales, lisant et relisant. Ce reproche,
si léger et automatique, a allumé quelque chose en moi. J'ai répondu lentement. Je n'ai rien annulé. Payez vos factures. Les 3 points de saisie sont apparus, puis ont disparu. Pas de réponse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me souvenais de chaque dîner où l'on m'avait ignoré, de chaque fête où j'avais été mis à l'écart, de chaque moquerie à mes dépens que j'avais laissé passer pour éviter les conflits. Tout s'accumulait jusqu'à m'étouffer. À minuit, j'ai allumé l'ordinateur. J'avais le numéro du domaine enregistré. J'ai hésité, mais j'ai composé le numéro. Bonjour, c'est Théodore Delacroix. Oui, je suis au courant du solde impayé. Non, je ne vais pas le payer. Je voulais juste que vous sachiez que cette famille ne répond pas à vos appels. La femme a répondu, merci de nous avoir prévenus, monsieur Delacroix. Nous essaierons une dernière fois demain, mais si nous ne recevons rien d'ici lundi, nous libérerons la date. J'ai raccroché avec une étrange sensation de soulagement. J'avais enclenché quelque chose d'irréversible. Le lendemain, ma mère est arrivée à mon appartement sans prévenir. Elle avait l'air épuisée, les cheveux attachés. Théodore, dit-elle d'une voix rauque, tu vas tout gâcher. Sais-tu ce que cela signifie pour ton frère? Je me suis appuyé contre l'encadrement de la porte et j'ai répondu, non, maman, je ne gâche rien, je ne vais tout simplement plus vous sauver. Son visage s'est brisé comme si je l'avais frappé. Nous t'avons mieux élevé que ça, a-t-elle murmuré. J'ai failli rire. Vraiment? Parce que ce que j'ai appris, c'est quelle était ma place. En dehors de la salle, loin de la table. Maintenant, je sais où est ma place, et ce n'est pas en résolvant vos problèmes. Elle n'a pas répondu. Elle a tourné les talons et est partie. J'ai fermé la porte en respirant fort. J'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le dimanche soir, le groupe a explosé de messages. Ma tante demandait des nouvelles du domaine. Julien écrivait avec rage sur l'irresponsabilité des autres. Ma mère a lancé un « peut-être devrons-nous déplacer la fête ». J'observais sans rien dire. Le lundi s'est levé dans un calme étrange, comme avant la tempête. Je me suis levé tôt, j'ai préparé du café et j'ai attendu. À 9h14, j'ai reçu l'appel du domaine. Monsieur Delacroix, nous n'avons pas reçu le paiement. S'il n'y a pas de réponse aujourd'hui, nous libérons la réservation. J'ai remercié et raccroché, le cœur battant dans ma poitrine. Je savais que c'était le point de rupture. À midi, Julien a écrit dans le groupe. Incroyable. On a perdu la date. Merci à tous. Et les messages se sont multipliés. Ma tante, désespérée à cause des invitations déjà imprimées, mon cousin demandant s'il ferait la fête dans le jardin. Ma mère, silencieuse. Puis sont arrivés les messages privés. Tu aurais pu faire partie de cette famille et tu as tout gâché, de mon père. J'espère que tu es fier de toi, de ma mère. Nous ne l'oublierons jamais. Tu es devenu l'ennemi de ta propre famille, de Julien. Je les ai lus et relus comme de petites coupures. La culpabilité a voulu s'insinuer, mais je me suis souvenu de ce premier appel, des mots de ma mère disant que la fête était pour les enfants qui nous rendent fiers. Et j'ai compris que ce n'était pas mon erreur. Ce soir-là, je suis passé devant la maison de mes parents. Il y avait des voitures partout dans la rue, une réunion de famille d'urgence. Je suis resté dans ma voiture, feu éteint, imaginant mon père faisant les 100 pas, ma mère pleurant, Julien fulminant. Ça m'a fait mal de penser qu'ils étaient unis non pas pour célébrer, mais pour me blâmer. Une partie de moi voulait entrer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai démarré et je suis rentré chez moi. Les jours suivants furent un vide absolu. Ni message, ni appel, comme s'il m'avait effacé de la famille. Le mercredi, j'ai vu ma grand-mère au supermarché. Elle ne m'a même pas salué. Elle est passée à côté de moi comme si j'étais invisible, et cela m'a fait plus mal que tous les reproches. Ce week-end-là aurait dû être la fête de fiançailles. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux, des proches réunis chez mes parents, des serpentins en papier, un gâteau acheté en grande surface. La fiancée de Julien souriait, mais ses yeux montraient autre chose. Les commentaires sous les publications étaient remplis de phrases répétitives et superficielles. C'était quand même magnifique. L'important, c'est que la famille soit unie. Quelle bénédiction d'avoir pu tous nous réunir. Au final, ce qui reste,
ce sont les moments passés ensemble. J'ai fermé l'application et posé le téléphone sur la table avec un poids sur la poitrine qui m'était devenu familier. Pendant des années, j'avais essayé de me convaincre que si je faisais plus d'efforts, si j'atteignais de plus grands objectifs, si je devenais quelqu'un de plus facile à aimer, je recevrais tôt ou tard le même traitement que celui qu'il réservait à Julien. Mais en contemplant ces images, la vérité m'a frappé de plein fouet. Ce ne serait jamais assez. J'aurais pu leur décrocher la lune, me sacrifier jusqu'à la limite de mes forces, et je serais toujours celui qui fait honte. Le comprendre m'a transpercé comme une blessure profonde, mais en même temps, cela m'a procuré une étrange sensation de soulagement. Si rien de ce que je faisais ne pouvait changer cette perception, alors pourquoi continuer à me plier en quatre pour une approbation qui n'arriverait jamais? Le lendemain, encore en train de ruminer cette idée, j'ai appelé un ami de la fac qui est maintenant avocat. Ce n'était pas un geste motivé par la rage, mais par la nécessité de comprendre mes options. Je lui ai posé des questions sur les contrats, les acomptes, ce qui se passe généralement lorsqu'un client ne respecte pas les paiements pour une salle d'événement. Lui, avec son ton calme habituel, m'a expliqué les procédures habituelles, d'abord les avertissements, puis les pénalités et, dans certains cas, l'annulation pure et simple. Mais il y a un détail qui m'est resté en tête quand il a dit « De nombreux établissements préfèrent négocier plutôt que de perdre un contrat, surtout si quelqu'un est prêt à le reprendre entièrement. » Cette phrase s'est ancrée dans mon esprit comme une graine. Je me suis demandé ce qui se passerait si je rappelais le domaine et si je demandais de réactiver la date, mais pas pour l'événement de Julien, mais pour quelque chose à moi, quelque chose qui porterait uniquement mon nom. Au début, l'idée semblait ridicule, presque infantile. Quel genre de fête organiserais-je? Je n'ai jamais été du genre à faire de grandes célébrations, mais l'idée a commencé à grandir et, chaque jour qui passait, je la voyais moins absurde et plus comme une opportunité. Je ne l'ai pas envisagée comme une vengeance, du moins pas immédiatement. C'était un geste, une affirmation personnelle. J'ai agi en silence la semaine suivante. Le domaine a d'abord hésité. Cette réservation vient d'être annulée. Il y a des pénalités à payer, m'ont-ils prévenu. Cependant, lorsque j'ai proposé de couvrir la totalité du paiement immédiatement, une somme de 25 000 €, la conversation a complètement changé. Soudain, tout n'était que sourire et bonne volonté. Signer ce virement fut une expérience étrange. Je ne suis pas millionnaire, mais j'ai toujours su bien gérer mes économies. C'était la plus grosse somme que j'avais déboursée d'un seul coup de toute ma vie. Et pourtant, en transférant cet argent, j'ai ressenti une légèreté inconnue. J'ai compris que je ne dépensais pas pour Julien, ni pour prouver quoi que ce soit à mes parents. Je le faisais pour moi. J'ai gardé le secret. Je les ai laissés penser que j'étais terré dans mon appartement, à me lamenter sur ce qui s'était passé. Pendant ce temps, ma réalité était bien différente. J'étais en train de construire un plan. Les invitations n'étaient pas luxueuses, à peine un design simple acheté sur Internet, mais lorsque je les ai postées, mes mains étaient fermes. J'ai sélectionné avec soin les invités, des amis de confiance, quelques collègues de travail et 2 ou 3 cousins qui, après l'annulation, s'étaient approchés en privé pour me dire que ce qui s'était passé avait été injuste. Je n'ai fait aucune publication sur les réseaux sociaux, je n'ai rien mentionné dans le groupe familial, j'ai simplement attendu avec le calme tendu de quelqu'un qui détient un secret trop beau pour être partagé. 2 semaines plus tard, la première étincelle a jailli. Une cousine m'a écrit en privé, « Dis donc, c'est vrai que tu organises un événement au domaine de la Feuille Verte le mois prochain ?» En lisant cela, j'ai souri d'un air que je ne pouvais contenir. « Oui, c'est vrai », ai-je répondu. Quelques secondes de silence numérique ont passé avant qu'un simple « ça va faire jaser » n'arrive. J'ai posé le téléphone sur la table et me suis adossé à ma chaise. Une vague de nervosité et d'attente m'a parcouru le corps. Pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas l'approbation de ma famille. La seule chose que j'attendais, c'était leur réaction, et je pressentais qu'elle serait explosive. Les jours qui ont suivi, j'avais l'impression de marcher avec un feu secret dans la poitrine. Pendant des années, j'avais été l'invisible, celui qui s'adaptait à tout pendant qu'il dictait les règles. Maintenant, en revanche, c'était moi qui déplaçais les pièces. Cette satisfaction intime rendait chaque matin plus léger. Même mes collègues de bureau l'ont remarqué. « Tu as l'air différent », m'a dit l'un d'eux pendant le déjeuner. « Oui », ai-je répondu naturellement. « Oui, plus enjoué, comme si tu avais un secret que tu ne voulais pas révéler. » Je me suis contenté de sourire.
Peut-être, ai-je répondu. Je n'ai pas tout révélé, mais j'ai laissé entendre que j'organiserais bientôt quelque chose de spécial. Plusieurs ont été surpris, car je n'ai jamais été un fêtard. Cependant, lorsqu'ils ont reçu les invitations, ils ont immédiatement confirmé leur présence. Pendant ce temps, le silence dans la famille a commencé à se briser, mais pas de la manière que j'avais anticipée. D'abord, il y a eu des publications vagues sur Facebook, des messages énigmatiques sur la loyauté, sur l'importance de l'union et de rester soudés. Puis, à seulement une semaine de mon événement, un message de Julien est arrivé. Alors tu as réservé le domaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis resté à regarder l'écran pendant un long moment avant d'écrire quelque chose de bref. C'est une célébration. Sa réponse ne s'est pas fait attendre. De quoi? J'ai seulement écrit. Tu verras bien. Et la conversation s'est arrêtée là. Le lendemain, c'est ma mère qui a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Théodore, a-t-elle commencé sans détour? Qu'est-ce que tu prépares exactement? Un événement, ai-je répondu d'une voix calme. Un événement au domaine que nous avions choisi. C'est un bel endroit. J'ai pensé que c'était parfait. Le silence à l'autre bout du fil a duré si longtemps que j'ai presque pu entendre sa respiration lourde. Finalement, elle a soupiré. Tu sais comment ça va être perçu, n'est-ce pas? Les gens vont penser que tu veux faire de l'ombre à ton frère. J'ai laissé ces mots en suspens. Est-ce que je le fais? Ai-je demandé d'un ton glacial. Il y eut une autre pause. Théodore, s'il te plaît. Cette famille a déjà subi assez de honte. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un rire bref et amer. Des hontes, ai-je répété. Curieux que j'ai porté cette étiquette toute ma vie. Et maintenant, tout à coup, tu t'inquiètes de ce que diront les autres. Elle n'a pas répondu tout de suite. Finalement, elle a murmuré d'un filet de voix. Ne fais pas ça. Mais il n'y avait plus de fermeté dans ses paroles, seulement un léger tremblement qui sentait la peur. Je ne fais rien de mal, lui ai-je précisé. J'ai juste réservé un lieu. Le reste dépend de vous. Et j'ai raccroché. À partir de ce moment, l'ambiance dans le groupe familial a radicalement changé. Pendant des mois, j'avais été un fantôme, écrivant des messages qui restaient sans réponse. Maintenant, chaque fois que je publiais quelque chose de vague, une photo d'un verre de vin, une capture d'écran d'un menu, un paysage de vignoble, je pouvais sentir la tension de l'autre côté de l'écran. Un cousin m'a même écrit en privé, « Mec, quoi que tu manigances, c'est la chose la plus excitante qui soit arrivée dans ce chat depuis des années. » Mes parents et Julien étaient hors d'eux, et la vérité, c'est que je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un sourire en l'imaginant. Pendant ce temps, mes propres préparatifs se déroulaient avec une précision presque parfaite. Le domaine m'avait envoyé plusieurs propositions de menus et j'ai examiné chaque plat avec le plus grand soin. Je ne le faisais pas pour prouver quoi que ce soit ni pour le jeter au visage de qui que ce soit, mais parce que je voulais que cet événement représente ce qu'on m'avait toujours refusé, un endroit où je pourrais me sentir chez moi, accepté et valorisé. Lorsque j'ai envoyé les confirmations finales de présence, j'ai été surpris par le nombre de réponses affirmatives. Des amis, des collègues de bureau et même quelques parents éloignés qui avaient silencieusement montré de la compassion après le désastre de la fête de fiançailles sont venus. Cependant, ce qui m'a vraiment déstabilisé s'est produit 3 jours avant l'événement. J'ai reçu un message inattendu de la fiancée de Julien. Il disait « Salut, Théodore. J'espère que ça ne te dérange pas que je t'écrive. Je voulais juste te dire que ce qui s'est passé à la fête était horrible. Tu mérites bien mieux et, honnêtement, je trouve que ce que tu fais est courageux. J'ai dû le lire 2 fois pour l'assimiler. Courageux. Ce mot, je ne l'avais jamais entendu de la part de ma famille à mon égard. J'ai répondu par un simple merci, ne sachant pas trop quoi dire d'autre. Elle a répondu presque instantanément, si je pouvais, je viendrais, mais Julien perdrait la tête. Cette phrase m'a laissé songeur. Pour la première fois, j'ai compris qu'elle ne partageait peut-être pas autant le scénario familial que je l'avais cru. C'était comme planter une graine dans mon esprit. 2 jours plus tard, le matin de l'événement, je me suis réveillé avant l'aube. L'air avait quelque chose de différent, comme une étincelle d'électricité qui annonce qu'un événement important est sur le point de se produire. Je suis resté un bon moment assis au bord du lit, repassant la liste des invités et laissant la réalité me frapper.
Cela allait se produire. L'après-midi, le domaine resplendissait. Le personnel s'était surpassé. Les tables couvertes de nappes blanches brillaient sous la lumière dorée. Les bougies allumées apportaient une atmosphère chaleureuse et le jardin semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. À mesure que les invités arrivaient, quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de prouver quelque chose, mais de réécrire mon histoire. Un de mes collègues de bureau m'a donné une tape sur l'épaule. « Tu t'es vraiment surpassé, hein ?» « Oui », ai-je répondu avec un smile. « Je suppose que oui. » Le soleil commençait à se coucher lorsque j'ai reconnu une voiture familière entrer dans le parking. C'était celle de mes parents. Un instant, je suis resté immobile, le cœur battant la chamade. Je ne les avais pas invités, ni Julien. Et pourtant, ils étaient là, sortant de la voiture avec un air de méfiance, comme s'ils entraient en territoire ennemi. Le regard de ma mère a croisé le mien de l'autre côté du jardin. Nous nous sommes observés quelques secondes jusqu'à ce qu'elle se mette à marcher vers moi. Je n'ai pas bougé. Le son de ses talons sur le sentier de pierre se mêlait à la musique de fond, chaque pas ferme et tranchant, comme si elle essayait d'imposer son autorité avec l'écho de chaque foulée. Elle était impeccable comme toujours, coiffure parfaite, tenue choisie avec soin, mais il y avait une expression de tension sur sa bouche qui trahissait qu'elle n'était pas là par courtoisie. Mon père la suivait à quelques pas, avec ce visage inexpressif qu'il adoptait habituellement lorsqu'il était sur le point de me réprimander, essayant de paraître raisonnable avant de lâcher sa critique. « Théodore » a finalement dit ma mère en s'arrêtant devant moi. Sa voix semblait sereine, mais ses yeux parcouraient chaque détail, les tables, les bougies, les invités qui commençaient déjà à nous regarder avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ? » « Une célébration » ai-je répondu fermement, en montrant les alentours. « Tu as toujours dit que tu aimais les fêtes, non ? » « Ce n'est pas drôle » a-t-elle répliqué d'une voix acérée. « Tu as réservé exactement le même endroit que nous avions choisi pour la fête de fiançailles de Julien. Les gens disent que tu l'as fait exprès pour nous mettre dans l'embarras. » J'ai incliné la tête comme pour réfléchir. « Et vous êtes embarrassé ?» Sa mâchoire s'est tendue. « Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de la famille, du respect. » J'ai dû retenir un rire amer. Le respect. Les mêmes personnes qui m'ont accusé de gâcher des photos prétendent maintenant me donner des leçons de respect. Avant qu'elle puisse répondre, mon père est intervenu d'une voix basse et contrôlée. « Théodore, annule ça. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Tout le monde te regarde, mais arrête-toi avant de provoquer un scandale que tu regretteras plus tard. » Je les ai observés calmement, reconnaissant ces expressions neutres qui signifiaient toujours qu'ils étaient à bout de patience, que j'étais une fois de plus sur le point de les décevoir. Mais cette fois, je ne me suis pas senti petit. Pas du tout. Annulé, ai-je répété, laissant le mot suspendu dans l'air. Non. Vous n'avez pas le droit de me demander ça. Pas après m'avoir annulé moi. Les yeux de mon père se sont plissés. Tu exagères. Cette vieille rengaine, la phrase avec laquelle ils avaient essayé de me faire taire toute ma vie en me faisant douter de mes émotions. Mais à cet instant, elle n'avait plus d'effet. Non, ai-je répondu fermement. Pour la première fois, je réagis exactement comme il se doit. Ma mère a remarqué que plusieurs personnes nous observaient, parmi lesquelles des collègues de travail et des cousins. Son masque de perfection s'est fissuré un instant, bien qu'elle ait aussitôt retrouvé un sourire forcé. « Pouvons-nous en parler en privé » a-t-elle proposé. « Non » ai-je répondu. « C'est toi-même qui as dit que je n'étais pas digne de m'asseoir à ta table. » Eh bien, voici ma table, et ici, personne ne s'assied sans ma permission. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait répliquer, mais elle s'est arrêtée en voyant la détermination sur mon visage. Mon père a murmuré quelque chose à voix basse, probablement une insulte, et a commencé à se retourner. C'est alors que j'ai porté le coup de grâce. Ah, au fait, le domaine m'a parlé de la facture impayée. Curieux, n'est-ce pas? Vous aviez de l'argent pour la bague de Julien, les costumes et le gâteau, mais pas pour couvrir la compte du lieu. Cela l'a laissé paralysé. Son dos s'est immédiatement raidi. Quand il s'est tourné pour me regarder, une lueur que je n'ai pas su définir est apparue dans ses yeux. Culpabilité, colère, peut-être un mélange des deux. Tu n'avais pas le droit, a-t-il commencé à dire. Ce sont eux qui m'ont appelé, l'ai-je interrompu fermement.
Il pensait que je pourrais peut-être te convaincre. Et tu sais quoi? J'aurais pu aider, j'aurais pu régler le problème, mais pourquoi l'aurais-je fait? J'ai vu le sang-froid de maman s'effriter rapidement. Elle a fait un pas vers moi, a baissé la voix jusqu'à presque un murmure et m'a dit, « Tu vas vraiment humilier ton frère devant tout le monde? C'est ça que tu veux. » Je l'ai regardé fixement, sans détourner les yeux. Je veux juste que vous compreniez ce que ça fait d'être toujours à l'extérieur, à regarder de loin. Sur ces mots, je me suis retourné et je suis retourné auprès de mes invités, les laissant là, obligés de décider s'ils restaient pour observer ou s'ils partaient. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline pure. Après de nombreuses années, c'était enfin moi qui dictais les règles. Le reste de la soirée, je remarquais du coin de l'œil qu'ils restaient en marge, présents mais sans s'intégrer. C'était étrange de les voir là, eux qui avaient toujours décidé qu'ils faisaient partie de la famille et qui n'ont, réduits maintenant à de simples spectateurs. Au milieu de la nuit, Julien a fait irruption. Il ne s'est pas contenté d'entrer, il a fait irruption d'un pas décidé, sans un regard pour le personnel, avançant directement vers moi. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il lancé d'une voix si forte que plusieurs personnes se sont retournées. J'ai posé mon verre sur la table et je lui ai fait face calmement. « Ça s'appelle un événement, Julien. Les gens en font souvent. »« Pathétique » a-t-il craché. « Tu n'as pas supporté que nous ayons une fête de fiançailles parfaite, alors tu as dû voler la vedette. »« Parfaite » ai-je répliqué, laissant ma voix atteindre les plus proches. « Tu parles de la fête qui a été annulée parce que personne ne l'a payée. » Il est resté figé, et j'ai vu la couleur quitter son visage. « Tu n'avais pas le droit de » a-t-il tenté d'insister. « Ce sont eux qui m'ont appelé » ai-je répondu sereinement, et j'ai dit non, parce que j'ai fini de nettoyer les dégâts d'une famille qui me considère comme une honte. Un murmure a parcouru la salle. Personne ne voulait paraître indiscret, mais tout le monde écoutait. Julien a regardé autour de lui, réalisant qu'il perdait le contrôle de la situation. Il s'est avancé jusqu'à être pratiquement face à moi. « Tu vas le regretter » a-t-il murmuré avec fureur. Je lui ai rendu un léger sourire, calme, calculé. « Peut-être » ai-je répondu, mais pas ce soir. Nous nous sommes regardés pendant un instant qui a semblé une éternité. Finalement, il a tourné les talons et est parti, suivi de sa fiancée qui essayait de le rattraper. L'énergie de la soirée a complètement changé. Plusieurs personnes se sont approchées de moi discrètement, me félicitant, me disant que j'avais géré la situation avec force de caractère. Certains ont même avoué que depuis des années, ils se demandaient pourquoi j'avais toujours été traité comme le laissé-pour-compte. À la fin, alors que les derniers invités partaient, la gérante du domaine s'est approchée. « Monsieur Delacroix, je voulais vous dire que la manière dont vous avez géré la situation était admirable. N'importe qui à votre place aurait perdu son sang-froid. » Je l'ai remercié, bien qu'à l'intérieur de moi, quelque chose de plus profond commençait à prendre forme. Cette nuit-là, il ne s'agissait plus seulement de retrouver un peu de dignité, mais de leur montrer que je pouvais changer toute la dynamique familiale. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le téléphone plein de messages. Certains parents m'exprimaient leur soutien, fiers que j'ai enfin affronté le favoritisme. D'autres m'attaquaient, me traitant d'égoïste ou de vengeur. Mais le message le plus révélateur fut celui de Julien. « Tu crois que c'est fini ? Parfait. Attends. Quand le mariage arrivera, tu ne seras même pas invité et personne ne s'en souciera. » Je l'ai regardé longuement avant de poser le téléphone de côté avec un calme inattendu. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. S'il pensait que tout cela n'était qu'une histoire de fête, il n'avait encore rien vu. Cette aube m'a apporté une clarté différente, sereine. Non pas l'anxiété de la confrontation, mais une assurance stable. Son dernier message sonnait comme un défi. « Tu ne seras pas invité. » Bien, qu'il le pense. Il ne savait pas que j'avais déjà un coup d'avance. Je me suis assis à table avec un cahier et un stylo, énumérant tout ce que je savais. La dette impayée auprès du domaine, les contrats de traiteur qu'il se vantait d'avoir mais n'avait jamais signés, les invitations personnalisées déjà imprimées avec une date qu'il n'avait pas assurée. Je me suis souvenu des mots de mon ami avocat, les établissements préfèrent négocier plutôt que de perdre un client. J'ai donc composé le numéro. Bonjour, c'est Théodore Delacroix. Je crois savoir qu'il y a eu une réservation antérieure pour la fête de fiançailles des Delacroix qui a été annulée.
Je suis intéressé à savoir s'il est possible de prendre la date de ce mariage. Il y eut un bref silence de l'autre côté, comme si la responsable avait besoin de traiter ce que je venais de demander. Vous voulez réserver le même week-end qu'ils avaient bloqué? Oui, ai-je répondu sans hésiter, si c'est encore disponible. Ça l'était. Le même après-midi, j'ai payé la compte. Je ne l'ai pas fait pour organiser une autre fête par caprice. Pas exactement. Je n'allais pas gaspiller de l'argent juste par rancune, mais réserver cette date servait deux objectifs clairs. Premièrement, cela me donnait un avantage, et deuxièmement, cela les empêchait de simplement revenir au plan initial comme si de rien n'était. 2 jours plus tard, le véritable impact a commencé. Julien m'a appelé. Pas un message, un appel direct, si inhabituel que j'ai à peine reconnu son numéro. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Son ton était tendu, presque hors de contrôle. Théodore, on a essayé de reprogrammer le mariage au domaine et on nous a dit que quelqu'un a déjà réservé le même week-end. Je jure que si c'est toi, je vais perdre patience. Bip. J'ai sauvegardé le message vocal comme preuve, non pas que j'ai besoin de le réécouter, mais parce que je voulais me souvenir exactement du ton, de la manière dont ils essayaient de me mettre la pression comme s'ils avaient encore le contrôle sur moi. Le lendemain, ma mère m'a écrit sur un ton urgent, « S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de la date. » Je ne me suis pas pressé de répondre. J'ai laissé passer 3 heures, même si la tentation de répondre immédiatement me rongeait. Finalement, je me suis contenté d'écrire « Désolé, je suis occupé au travail. » Je pensais qu'avec ça, il serait clair qu'ils ne pouvaient plus me manipuler à leur guise. 1 heure plus tard, un autre message est apparu à l'écran. « Tu ne comprends pas, Théodore. Les invitations ont déjà été envoyées. » C'est un désastre. Je suis resté à regarder ce texte plus longtemps que je n'aurais dû. Une partie de moi espérait encore qu'il reconnaîtrait un jour à quel point il m'avait marginalisé, mais une autre savait que ce jour n'arriverait jamais. Finalement, j'ai écrit, « C'est toi qui m'as dit que je ne méritais pas une place à table. Considère cela comme ma façon de t'aider à économiser quelques chaises. » Après avoir envoyé ce message, le silence fut absolu. Le week-end, j'ai décidé de finaliser les détails dans le domaine que j'avais réservé. L'endroit était impeccable, les jardins fraîchement tondus, les lumières prêtes à être allumées à la tombée de la nuit. La responsable, très professionnelle, m'a accueilli avec courtoisie, bien que ses yeux trahissent une certaine curiosité. « Êtes-vous conscient d'avoir choisi la même date que celle que votre famille demandait ?» m'a-t-elle demandé avec précaution. « Oui », ai-je répondu fermement. Comme ils n'ont pas pu payer à temps, j'ai pensé que j'en profiterais au moins. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, seulement un geste de compréhension, presque de complicité. « Nous nous assurons que tout soit parfait pour vous », m'a-t-elle assuré. Pendant ce temps, le chat familial s'est transformé en champ de bataille. D'abord, il y eut un silence gêné, puis le chaos a éclaté. Julien, avec son style passif-agressif, a écrit qu'il y avait des gens égoïstes qui ruinaient le bonheur des autres. L'une de mes tantes a essayé de jouer les médiatrices, lançant la phrase typique selon laquelle la famille doit rester unie, comme si cela pouvait effacer des années de favoritisme. Un cousin plus sincère m'a envoyé un message privé avec un seul mot, « légende ». Ce message fut comme un rappel que, du moins pour certains, je n'étais pas invisible. Le lundi, ma mère s'est présentée à ma porte sans préavis. Son visage dénotait l'urgence et une trace de fatigue que je lui avais rarement vue. À peine ai-je ouvert qu'elle a lâché, « Théodore, s'il te plaît, libère la date. » J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre l'encadrement de la porte, bien planté. Pourquoi devrais-je le faire? Parce que c'est le mariage de Julien. C'est censé être son jour parfait. J'ai répété lentement ce mot. Parfait. Comme la fête de fiançailles à laquelle vous vous êtes tous assurés que je n'assiste pas. Elle a pincé les lèvres. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que si. C'est exactement la même chose, sauf que maintenant, vous ne pouvez plus faire semblant que je n'existe pas. Elle a respiré profondément, essayant de garder son calme. Tu fais du mal à toute la famille. J'ai dû retenir un rire. Non, maman. La seule chose qui se passe, c'est que je ne suis plus disposé à être celui qui porte la douleur en silence pendant que les autres célèbrent comme si de rien n'était. Dans ses yeux est apparu quelque chose de nouveau, d'inattendu. Ce n'était ni de la colère ni de la déception, c'était de la peur.
Une peur réelle que cette fois, je mène ma décision jusqu'au bout. Et à cet instant, je l'ai compris pour la première fois. Il n'avait pas le contrôle. Je n'ai pas haussé la voix, je ne suis pas tombé dans les provocations, j'ai simplement souri calmement et dit, je vais y réfléchir. La vérité, c'est que je n'y ai pas réfléchi. J'ai confirmé la date, j'ai tout payé d'avance et j'ai réglé chaque détail. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue dans toute la famille. Des parents avec qui je n'avais pas parlé depuis des années ont commencé à m'écrire. Certains suppliaient que je reconsidère, d'autres m'accusaient d'être cruel et immature. Un oncle m'a même dit que j'agissais comme un enfant, ce qui m'a fait rire. C'était le même homme qui avait un jour boycotté le repas de Noël parce que quelqu'un avait oublié de préparer une bûche. Pendant ce temps, Julien a intensifié son rôle de victime. Il a écrit un long message sur Facebook à propos de frères envieux qui détruisent le bonheur des autres. Ses amis se sont joints aux critiques, me traitant de tous les noms et disant que je devrais avoir honte. Je n'ai pas répondu. J'ai préféré me concentrer sur mes affaires, planifier comment je profiterais de cette date. Ce ne serait pas un simple dîner. J'allais organiser un événement si inoubliable qu'ils ne pourraient pas l'ignorer. J'allais inviter tout le monde, sauf eux. Ce n'était plus de la vengeance pour la vengeance, c'était réécrire l'histoire. Pendant des années, ils avaient façonné la manière dont on me voyait au sein de la famille. Maintenant, pour la première fois, c'était moi qui narrais. J'ai amélioré le forfait au domaine, j'ai engagé un groupe de musique live, j'ai mis à jour le menu, j'ai ajouté des détails pour rendre la soirée spéciale. Le coût m'importait peu. J'économisais depuis des années et j'ai su que c'était le moment idéal pour investir dans quelque chose qui avait vraiment du sens. Lorsque j'ai envoyé les invitations, je ne les ai pas envoyées au groupe familial. Je les ai envoyées personnellement, une par une. À ceux que je voulais vraiment voir là. Certains cousins m'ont écrit, hésitant. Tu es sûr que c'est une bonne idée, a demandé l'un d'eux. Bien sûr, ai-je répondu, mais il n'y a pas de pression. Viens si tu veux, sinon, je comprendrai. C'était ça, la différence. Je ne cherchais à manipuler personne ni à m'imposer par la culpabilité. Je construisais quelque chose en quoi je croyais, et chacun pouvait décider s'il voulait en faire partie. La veille de l'événement, j'ai reçu un dernier message de Julien. Si tu fais ça, pour moi, tu seras mort. Je l'ai lu plusieurs fois sans répondre. J'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face contre table et je me suis couché tôt. L'aube est arrivée, sereine. Je me suis réveillé avec un calme étrange, presque libérateur. Le domaine était prêt, les musiciens accordaient leurs instruments et le soleil brillait haut dans le ciel. Comme pour souligner l'ironie. C'était une journée parfaite pour un mariage, mais ce ne serait pas celui de Julien. Lorsque les premiers invités ont commencé à arriver, j'ai vu une voiture s'arrêter devant l'entrée. Je l'ai reconnue instantanément, celle de mes parents. Cette fois, ils ne sont pas entrés. Ils sont restés garés, regardant fixement, comme s'ils hésitaient entre m'affronter à nouveau ou fuir. Peu après, une autre voiture s'est garée derrière. C'était celle de Julien. Il est descendu brusquement, a claqué la portière et a commencé à marcher vers l'entrée d'un pas rapide et furieux. J'ai senti mon cœur battre la chamade, mais pas de peur, d'anticipation. Je savais que c'était l'instant décisif, le moment où tout allait éclater au grand jour, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais prêt à y faire face. Les pas de Julien crissaient sur le gravier, se rapprochant de plus en plus, comme l'écho de toutes ces années de favoritisme et de mépris condensés en cet instant. Le visage de Julien se tendit brusquement, sa mâchoire serrée et la peau de son visage rougie par la fureur. Le domaine était enveloppé dans cette lumière chaude de l'après-midi qui semblait tout rendre plus intense, comme si les tables acquéraient un éclat particulier et les bougies flottaient dans les airs. Les invités discutaient tranquillement, un verre de vin à la main, mais dès qu'ils ont remarqué la présence de mon frère et le ton avec lequel il a fait irruption, la conversation s'est peu à peu éteinte, comme si l'air lui-même se chargeait d'attente. « Tu te fiches vraiment de moi » a tonné la voix de Julien, coupant court à tout murmure. « Tu as vraiment eu l'audace de le faire » a-t-il poursuivi sans me laisser de répit. Je n'ai réagi ni par un cri ni par des gestes. Je me suis contenté de rester là, ferme, les mains dans les poches, observant calmement son déchaînement. Sa rage grandissait, cela se sentait dans son ton. « Tu as ruiné ma fête de fiançailles » a-t-il accusé, chaque mot chargé de venin. « Tu nous as volé le lieu, la date.
Et maintenant quoi? Tu organises une sorte de célébration pour me jeter ta victoire au visage. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre, laissant mon regard parcourir les invités, qui nous observaient désormais dans un silence absolu. Je n'ai rien ruiné, Julien. C'est toi, avec maman et papa, qui avez pris vos propres décisions. On m'a dit que je n'étais pas le bienvenu. On s'est moqué de moi, et quand les choses ont mal tourné, la première chose que vous avez faite a été de me rejeter la faute pour ne pas avoir réglé le désastre que vous aviez vous-même provoqué. J'ai fait un geste englobant tout ce qui nous entourait. Ceci, ce que tu vois maintenant, est ma façon de dire clairement que je ne serai plus le souffre-douleur de la famille. Il a éclaté d'un rire amer et m'a craché les mots comme une fléchette. Tu es pathétique. Tu crois vraiment que quelqu'un ici se soucie de toi? Ils viennent juste pour le vin gratuit. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, un de mes amis a élevé la voix avec fermeté. Nous sommes ici parce que Théodore nous a invités et parce que c'est une bonne personne qui ne mérite pas d'être traitée comme ça. Le silence qui a suivi fut encore plus dense. Le visage de Julien est devenu rouge foncé, visiblement hors de lui. Moi, en revanche, j'ai parlé d'un ton bas mais ferme. Julien, tu devrais peut-être baisser la voix. Tout le monde t'écoute. Pour la première fois, il a semblé réaliser qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Ses gestes brusques contrastaient avec mon calme, et c'est à ce moment-là que maman et papa sont apparus. En sortant de la voiture, le visage de ma mère était pâle, presque décomposé. Celui de mon père, inexpressif, comme de pierre. Théodore, a dit mon père avec une raideur qui m'a transpercé. Quoi que tu penses prouver, ça suffit. Libère la date, annule cet événement. Fais ce qui est juste, pour une fois dans ta vie. Fais ce qui est juste m'a frappé comme une gifle, mais étonnamment, ça n'a pas fait aussi mal qu'avant. Je me suis redressé, me sentant plus grand, plus solide. Je suis en train de faire ce qui est juste, ai-je répondu avec sérénité. Pour moi. Pour la première fois de ma vie. Maman a fait un pas en avant d'un ton suppliant qui cherchait à me faire culpabiliser. Pense à la réputation de ton frère. Les gens parlent déjà. Et ils devraient, ai-je interrompu. Qu'ils parlent de la façon dont on m'a dit que je gâcherais leurs photos, de la façon dont on m'a fait comprendre que je ne méritais pas une place à table. Qu'ils parlent de la façon dont on m'a demandé de l'argent après m'avoir rappelé encore et encore que je ne faisais pas partie de la famille. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'en est sorti. J'ai continué. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de limite. Je ne serai plus votre bouc émissaire ni votre plan de secours, et je ne vais pas m'effacer pour que vous soyez à l'aise. Le visage de mon père s'est encore durci. Alors tu n'es plus mon fils, a-t-il craché froidement. Ce genre de phrase, qui m'aurait autrefois anéanti, m'a procuré un calme étrange. Peut-être pas, ai-je répondu à voix basse, mais je suis un homme qui connaît sa valeur, et cela me suffit. Il y eut un silence dense, chargé de tout ce qui n'était pas dit. Julien était furieux. Maman semblait sur le point de pleurer, et mon père était une statue sans âme. Finalement, c'est elle qui s'est tournée vers la voiture. Allons-y, Julien, a-t-elle ordonné d'une voix brisée. Mais il n'a pas bougé. Il est resté à me regarder avec rancune jusqu'à ce que sa fiancée, qui était restée à quelques pas, pose doucement la main sur son bras et parle d'une voix claire, assez forte pour que tout le monde entende. Julien, le problème ne vient peut-être pas de Théodore. Il vient peut-être de toi. Cela lui a coupé le souffle. Sa colère s'est effondrée un instant, jusqu'à ce qu'il retire brusquement son bras et se dirige vers la voiture. Le moteur a rugi et ils sont partis. Avec leur départ, la tension s'est dissipée comme un ballon qui éclate. Les conversations ont repris, la musique a recommencé à jouer et quelqu'un m'a offert un autre verre de vin. Un de mes collègues de bureau s'est penché vers moi avec un sourire. C'était la manière la plus élégante de remettre quelqu'un à sa place que j'ai jamais vue. J'ai hoché la tête, les mains tremblant encore sous l'effet de l'adrénaline, et j'ai bu une gorgée. Le reste de la nuit fut inoubliable. Nous avons mangé, ri, porté un toast à de nouveaux départs. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment présent. Je n'étais pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, mais le protagoniste de la mienne. À la fin, lorsque les derniers invités sont partis et que le domaine est redevenu calme, je suis resté debout sous les guirlandes lumineuses qui scintillaient doucement dans l'obscurité.
Le vent apportait l'odeur de la terre humide et des raisins mûrs, se mêlant à l'écho lointain de la musique qui s'éteignait peu à peu. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais pas ce vide constant ni ce besoin de me justifier. J'ai pensé à toutes ces années que j'avais passées à essayer de les convaincre que je méritais une place dans leur vie, sacrifiant mes rêves et ma paix pour entrer dans un moule qui n'avait jamais été fait pour moi. Cette nuit m'a montré que je n'avais pas besoin de leur approbation. J'étais entouré de personnes qui me respectaient, qui avaient décidé de m'accompagner sans condition ni exigence. Alors que les lumières s'éteignaient une à une, ce n'est pas la tristesse qui m'a envahi, mais un soulagement inattendu. C'était comme si j'avais laissé derrière moi un énorme fardeau que je portais depuis l'enfance. Il ne s'agissait pas de vengeance ni d'avoir gagné une bataille. Il s'agissait d'avoir retrouvé ma dignité. Je suis resté à regarder l'horizon, où les rangées de vignes se perdaient dans la pénombre, et j'ai senti qu'un nouveau chemin s'ouvrait. Cette nuit n'a pas refermé une blessure, elle l'a transformée en cicatrice. Et les cicatrices, après tout, ne sont pas des symboles de défaite, mais de résistance. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.